Bonjour à tous et merci aux organisateurs. C'est un plaisir d'être là pour parler des lipides, surtout en cette période postprandiale. On va parler de diabète après et nutrition, donc ça tombe bien. Alors, est-ce qu'on peut commencer du coup? Parfait. Donc moi, je vais vous faire 2 cas cliniques parce que c'est 10 minutes et j'ai bien compris que j'allais avoir un flash et une sonnette. Donc je vous présente les cas cliniques un peu rapides et on pourra interagir après si vous avez des questions. Alors déjà, quels sont les acteurs du bilan lipidique, ceux qu'on connaît bien? Eh bien, l'acteur qui va nous intéresser surtout, c'est le LDL cholestérol, le mauvais cholestérol. Pour lui, dans la littérature, c'est bien démontré, plus on le baisse, moins on fait d'événements cardiovasculaires. Quoi que dise le professeur Even, ça marche, et ça marche avec toutes les classes thérapeutiques. Donc du coup, cet acteur-là, il est hyper important, et au niveau cardiovasculaire, je dis bien au niveau cardiovasculaire, ce sera vraiment celui sur lequel on va concentrer notre action. Le bon cholestérol, il est innocent. Bon, je ne sais pas. Les études épidémiologiques, oui. Les études d'intervention, c'est très décevant. Et puis le moche, les triglycérides. Moi, je m'en occupe beaucoup pour le risque de pancréatite aiguë. Au niveau cardiovasculaire, les études épidémiologiques, très certainement, avec les remnants dont on entend parler de plus en plus. Par contre, au niveau pancréatite, oui, quand le taux dépasse 10 grammes, il faut vraiment le prendre en charge et de façon agressive. Alors, on va commencer par le premier cas clinique. C'est 2 patientes que j'ai vues en consultation et des patients qui m'ont été adressés par des cardiologues. Donc, la première, c'était plutôt pour son diabète, une jeune dame de 59 ans. Son bilan lipidique, donc notre acteur, LDL cholestérol 0,85, triglycérides 1,5, HDL 0,50. Une hypertension artérielle traitée depuis 5 ans, un diabète qu'on avait enfin bien équilibré avec une hémoglobine glyquée à 7%. Son traitement Bipréterax, j'espère que c'est bon traitement, d'après ce que j'ai entendu, oui, pour sa tension, et metformine et sémaglutide pour le diabète. Et elle dit, mais on m'a prescrit un traitement hypolipémien, mais est-ce qu'il faut vraiment que je le prenne? Mon cardiologue m'a dit, mais 0,85, c'est bas, docteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, pour qu'on puisse lui répondre, il faut déjà qu'on lui donne des arguments. Et pour avoir ces arguments, c'est quel objectif on se fixe. C'est-à-dire, vous avez 0,85, ça peut paraître bien, mais est-ce que c'est bien pour vous? Et pour savoir ça, il va falloir évaluer son niveau de risque cardiovasculaire. Et pour l'évaluer, il faut déjà se poser la question, elle est en prévention primaire, secondaire, donc est-ce qu'elle a déjà fait un événement coronarien ou neurovasculaire, une artérite des membres inférieurs? Quels sont ses facteurs de risque cardiovasculaire? Et puis, on peut s'intéresser au retentissement aussi cardiovasculaire qui peut aussi aider notre décision. Donc, pour cette patiente, on a vu le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, pas de tabac, pas de maladie rénale chronique. Bon, désolé pour les acronymes, mais c'est petit la diapositive. Un indice de masse corporelle dans les normes, entre 18,5 et 25. Elle est par contre sédentaire, elle passe plus de 5 heures assise par jour, comme nous aujourd'hui. Elle marche 30 minutes 3 fois par semaine, c'est pas suffisant. Et sa sœur a fait un infarctus à l'âge de 45 ans. Ah, ça tilte. Au niveau du retentissement, il n'y a pas de complications micro-macro-angiopathiques. Il y a un score calcique coronaire à 450, j'espère qu'on pourra en discuter, et une sténose de 20% de la carotide interne gauche, donc non sténosante. Si on reprend les recommandations européennes, puisqu'on n'a plus de recommandations nationales, vous savez que les recommandations de la HAS, elles ont été retirées, c'est dommage, mais les recommandations européennes sont bien faites, sauf qu'il faut se farcir l'échelle score. Aïe, 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 là ça se complique. En tout cas, pour le diabète, c'est simple. Un patient qui est diabétique, il est soit à risque modéré, élevé, très élevé, et vous voyez qu'en fonction du risque, on définit la cible de LDL cholestérol à atteindre. Dans les dernières recommandations upgradées de 2021, vous savez maintenant que le diabétique à très haut risque cardiovasculaire, c'est celui qui va avoir déjà des complications cardiovasculaires ou des complications d'organes cibles, le rein, les yeux, les nerfs. Et donc un patient qui va avoir un diabète non compliqué avec plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire comme notre patiente, ce sera en risque élevé. Risque élevé, objectif de LDL cholestérol, 0,70 g par litre. Donc oui, il faut que notre patiente prenne son traitement par statine. Et je peux vous assurer que je fais une consulte entière de lipidologie par semaine et je ne fais que demander aux patients qui ont leur prescription de statine depuis des mois, là on peut vraiment parler de non-observance, pas d'inertie thérapeutique, de prendre leur traitement parce que vous comprenez, docteur, ces médicaments, ça me rend malade. On a dit, le grand professeur de métropole a dit que surtout pas de statine, c'était toxique pour l'organisme. Donc c'est vrai que c'est très compliqué et il faut vraiment que les gens adhèrent et pour qu'ils adhèrent au traitement, il faut les convaincre que c'est bénéfique pour eux.
Donc après, c'est ce que je leur dis en permanence, je ne suis pas cartomancienne, j'ai malheureusement pas de boule de cristal, je vous traite à l'heure actuelle de nos connaissances, mais je ne pourrais pas dire si ça va vous protéger ou non d'un accident cardiovasculaire. Mais vive la recherche, j'espère que dans les 10 ans qui viennent, avec tout ce qui est métabolomique, lipidomique, etc., sur une goutte de sang, on pourra très bien prédire les personnes qui vont s'avancer vers les événements cardiovasculaires, mais là, c'est le futur. Le score calcique coronaire, ça m'intéresse beaucoup, donc je vous ai quand même mis cette petite diapositive. C'est des recommandations, enfin une prise de position nationale partagée avec les collègues européens pour les patients diabétiques. Quand vous avez un score calcique coronaire qui est supérieur à 400, comme notre patiente, bon, je vous détaille pas le reste parce que j'ai pas trop le temps, mais on peut en discuter. Vous êtes classé d'emblée à très haut risque cardiovasculaire. Il faut bien sûr faire un dépistage des complications, donc des autres axes. Donc, elle a vu le cardiologue. Et donc, vous voyez que du coup, son niveau de risque se modifie. Elle est maintenant à risque très élevé. Risque très élevé, objectif de LDL inférieur à 0,55 g par litre. Donc, encore plus d'arguments pour qu'elle prenne son traitement par statine. Je passe directement au deuxième cas. On en discutera par la suite sur celui-là si vous avez des questions. Donc le deuxième cas, c'est un patient que j'ai vu la semaine dernière, adressé par nos collègues cardiologues du Nord. Donc un patient qu'on suit depuis 2020, qui a 37 ans, qui a eu une hypercholestérolémie diagnostiquée à l'âge de 13 ans, pour lequel il ne prend pas de traitement. Son LDL en 2020 était à 3,50 g, triglycérides 1,5, HDL 0,35. Pas d'autres facteurs de risque connus, pas de surpoids ni obésité. Dans sa famille, son père présente une hypercholestérolémie, il a eu un stent avant 60 ans, il ne prend pas de traitement, même si on lui en a prescrit un depuis longtemps. Donc ce n'est pas l'œil de mon patient, 35 ans, vous remarquerez que c'est un enfant, mais c'est pour bien voir l'arc cornéen, le gérotonxon, le patient en avait un, vraiment bien marqué de façon bilatérale. Son bilan cardio de 2020 était bien, au repos comme à l'effort, il n'y a pas de valvulopathie, un score calcique vraiment très peu significatif, mais c'est vrai qu'à moins de 40 ans, le score calcique, ça se discute et il faut mieux aller au coronaroscanner, ce qui a été prescrit pour ce patient qui ne l'avait pas encore fait. Au niveau des troncs supraortiques et des membres inférieurs, la seule indication qu'on avait, c'était pas de retentissement hémodynamique, donc ça veut dire pas de sténose, mais aucune indication sur la paroi, donc il ne faut pas se rassurer faussement. Est-ce qu'on fait un bilan complémentaire? Vous voyez où je veux vous entraîner. Est-ce qu'on recherche une hypercholestérolémie familiale? Là, oui. Mais dans quelles conditions on va rechercher? Si vous avez des patients qui ont un taux de LDL supérieur à 1,90, avec une histoire dans la famille, ou pas, parce que des fois, les antécédents familiaux, c'est dur à rechercher. Ou plus d'un 5 chez les enfants, si bien sûr, dans la famille, il y a déjà une mutation d'identifier. Si vous avez ces dépôts extravasculaires avant 60 ans, donc on voit souvent des xanthelasma, vous savez, ces dépôts qui sont un peu jaunâtres au niveau des paupières. Après, il y a les xanthomes tendineux, c'est plus difficile à retrouver, mais c'est souvent au niveau des articulations des mains ou au niveau du tendon d'Achille. Ça fait un peu comme de la goutte, ça fait ces petits amas qui gênent les patients. Et puis, on a déjà vu l'arc cornéen. Si vous avez des antécédents d'accidents vasculaires précoces que vous ne vous expliquez pas, personnels ou dans la famille, et puis c'est Dutch qui va nous aider à à avancer dans notre décision. Donc je vous ai mis le score de Dutch. Désolé, ça fait peut-être un petit peu petit, mais en gros les antécédents familiaux, on ne savait pas trop l'âge auquel le père a fait l'infarctus, donc on ne l'a pas pris. Pour les antécédents personnels, il est en prévention primaire. Pour les signes cliniques, il a un arc cornéen. Ah ben il n'y a plus de pile, c'est bon. Et le LDL cholestérol supérieur à 3,30, ça lui fait 8. Donc dans ces conditions, selon Dutch, il a une hypercholestérolémie familiale certaine. Ça veut dire que même si on ne voulait pas aller à la génétique, on est sûr qu'il a une hypercholestérolémie familiale et on le traite en tant que tel. Donc, ça veut dire aussi qu'il est quand même... Alors, pourquoi c'est intéressant de faire la génétique? Désolée, le flash, ça m'a perturbée. Donc, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où on identifie une mutation chez lui, on va faire un dépistage en cascade. C'est-à-dire qu'on ira regarder chez ses enfants, chez ses frères et sœurs, chez ses parents, et puis après, de proches. Pour les enfants, on commence à faire le premier bilan lipidique chez les enfants de ces patients à 5 ans. Alors, c'est vrai que vous vous dites, 5 ans, c'est dur, mais si dans la famille, malheureusement, il y a 2 mutations hétérozygotes qui se rencontrent, ça fait une mutation homozygote. Et je peux vous dire, ces enfants-là, on ne les prend pas en charge. Leur premier infarctus, ils le font à 16 ans, voire avant. Et il y a des problèmes de valves coronariennes. Donc, ils doivent vraiment être mis dans le circuit très tôt.
Donc, on travaille avec Lyon et le centre de génétique lyonnais de Mathilde Di Filippo. Et effectivement, la mutation était là. Et c'est une mutation au niveau du récepteur au LDL cholestérol. Ce sont les mutations les plus classiques. Alors, à La Réunion, il ne faut pas hésiter à faire réinterpréter la génétique parce que là, c'est une mutation qu'ils ont retrouvée que sur ce qu'on appelle le deuxième panel. C'est-à-dire que les mutations classiques, ils ne les ont pas retrouvées. Il a fallu aller plus loin parce que c'est un grand réarrangement du récepteur. Alors, c'est de la génétique, mais en gros, ça veut dire que ce n'est pas une mutation ponctuelle, mais c'est un gros morceau qui est modifié, donc il faut rechercher l'ensemble du gène. Et donc, bien sûr, on a lancé le dépistage en cascade. Alors, quel est l'objectif de LDL cholestérol pour notre patient? Donc, on reprend les recommandations européennes. Pour ces patients-là, dès qu'il y a une hypercholestérolémie familiale, c'est d'emblée un niveau de risque cardiovasculaire élevé ou très élevé. Donc vous voyez, on les regarde à la loupe. Et donc comme notre patient n'avait pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, il était considéré comme un risque élevé avec un objectif à 0,7. Vous allez me dire, avec 3,50, on en était loin. Donc effectivement, une indication forte de traitement hypolipémiant. Malheureusement, le bilan étant complètement normal, avec un score calcique rassurant, des Dopplers rassurants, le patient nous a dit, pour l'instant, je n'ai pas de retentissement, j'ai 35 ans, je vais prendre le traitement à vie, malgré tous les arguments qu'on lui a fournis, il n'a pas trouvé licite de prendre le traitement. Et malheureusement, 35 ans, c'est très jeune, eh ben, il s'est retrouvé hospitalisé au service de cardiologie du Nord, il n'y a pas très longtemps, au mois de janvier, pour un SCA équivalent ST+, secondaire à une occlusion de l'artère bissectrice revascularisée. On va peut-être prendre 5 minutes, mais ça veut dire qu'en gros, il y avait une toute petite plaque très fine, certainement pas calcifiée, qui s'est fissurée, parce que chez ces patients-là, la pression est forte liée au LDL cholestérol et qui a créé le thrombus. Et malheureusement, à cause de ça, il a une séquelle hypokinétique latéro-apicale et antéro-latéro-médiane échographique, sachant que la fraction d'éjection était conservée. Au moment du SCA, son LDL cholestérol était à 3,4. Bien sûr, il a tout de suite accepté à la suite la statine avec Taor 80 d'emblée, sans aucune complication, une très bonne tolérance. On est monté très vite à l'Iptruzet 10,80. Quand je l'ai vu la semaine dernière, le LDL était à 0,80. Est-ce qu'on va plus loin ? Oui, on va plus loin. Et là, il a réclamé l'anti-PCSK9. Je peux vous dire, j'ai pas eu à me battre longtemps pour le prendre. Alors, un petit point sur les anti-PCSK9. Encore une fois, on pourra y revenir. 2 molécules à notre disposition à l'heure actuelle. Alirocumab et volocumab, Praluent et Repatha. La prescription initiale annuelle est faite par le cardiologue endocrino-diabéto-nutrition, c'est ça, EDN. Médecine interne, médecine vasculaire ou neurologie. Mais le renouvellement est non restreint, c'est-à-dire qu'un médecin généraliste peut faire le renouvellement si la première prescription a été faite par un spécialiste. Bien sûr, c'est une demande d'entente préalable, donc un formulaire un peu casse-tête à remplir, mais bon, en gros, ça se fait quand même assez rapidement, je trouve, et le bénéfice est là pour nos patients. Si vous avez des patients qui n'ont pas les demandes d'entente préalable, je connais le pharmacien de la Sécu, et donc, du coup, ça passe. Donc, pour notre patient, il a un LDL qui reste supérieur à 0,7 g par litre, malgré un traitement optimal, et vous voyez, on pourra le détailler aussi, mais maintenant en cas d'intolérance aux statines ou à l'ézetimibe, on peut aussi les prescrire seuls, en tout cas pour le Praluent pour l'instant, pour le Repatha, ça va venir, et donc on peut discuter des indications de LDL à FRS par la suite si ça vous intéresse. Donc je voulais finir sur 2 notions. Quand faire un bilan lipidique? Alors, chez les femmes, en général, c'est toujours fait lors de la prescription de contraception, d'une contraception. Donc, mais pour les hommes, c'est pas évident. En général, ils n'ont pas de bilan lipidique. C'est intéressant, en tout cas, pour toute personne, d'en faire avant 40 ans. À renouveler tous les 5 ans si c'est normal. Plus précocement, s'il y a des antécédents dans la famille ou des facteurs de risque. Et puis, si vous avez une complication comme une pancréatite aiguë, c'est les triglycérides, maladie cardiovasculaire pour le cholestérol ou des signes cliniques. Mais c'est vrai que il faut quand même que les niveaux montent assez haut pour qu'on commence à avoir ces signes cliniques. Et puis, un dernier petit point qui me tient à cœur, c'est que du coup, je vous ai décrit les acteurs, mais il y en a un supplémentaire qui est particulièrement présent à La Réunion, c'est la LP petit a. La lipoprotéine petit a, c'est comme un LDL, mais avec une apoprotéine, l'apo petit a, qui est entourée autour. Et on suit plusieurs familles à La Réunion qui ont un bilan lipidique, mais alors qui ferait rêver tout le monde, mais par contre, qui ont des taux de LP petit a très élevés.
Et pour ceux qu'on suit, les premiers infarctus, ça arrive très tôt, vers 28-29 ans, sans facteur de risque cardiovasculaire. C'est souvent des composantes très thrombotiques parce que la LP petit a, elle est athérogène et prothrombotique. Et du coup, ça peut aussi donner des AVC et des artérites des membres inférieurs. Et pour l'instant, on était en manque de traitement, mais on va avoir des molécules qui se développent et justement, il y a un regain d'intérêt, ça vaut le coup de le mesurer. On peut le mesurer gratuitement au CHU, par contre, en ville, c'est payant. Donc, du coup, si vous avez des patients chez qui vous voulez le faire doser, adressez-le aux collègues hospitaliers et du coup, on peut vous faire les bilans. Voilà, je vous remercie. Et la petite vignette, c'est pour montrer que le traitement du cholestérol, c'est bien pour le faire baisser, mais c'est bien aussi de ne pas faire baisser uniquement par le traitement. Il faut aussi faire attention à l'alimentation, même si c'est très peu efficace. C'est une baisse qu'on attend de 30%, pas plus. C'est pas comme la glycémie, mais ça marche quand même. Merci. Merci beaucoup Estelle. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Shamir ? Est-ce qu'on devrait changer un peu notre protocole en USIC et doser la LP petit a à tous les patients qui font un infarctus avant un certain âge ? En tout cas, pour tous les hypercols familiaux, je le dose systématiquement et c'est souvent élevé. Mais en tout cas, quand vous avez un sujet jeune, ça vaut le coup. Au CHU, il est pris en charge. Donc, c'est vraiment un élément supplémentaire. Donc oui, je trouve que ça vaut le coup de le doser. Surtout que vous les voyez pour un accident cardiovasculaire. Et après, au niveau du traitement, ça changera ? Alors, ça le mettra dans un niveau de risque supérieur pour l'instant. Donc, il sera déjà à risque maximum. Les traitements, c'est l'avenir, mais ça va arriver. Les anti-LP petit a, ils sont en phase 3, donc on peut espérer que dans les années à venir. Mais en gros, un patient pour lequel vous avez contrôlé tous les facteurs de risque cardiovasculaire et qui récidive, vous pouvez dire c'est celui-là. Et peut-être que ça peut pousser, en tout cas, à augmenter ces traitements hypolipémiants. Et en attendant la LP petit a, on a, vous savez, les nouveaux oméga 3 sélectifs, donc les équivalents EPA et pas EPA DHA qui ont montré un impact sur le risque cardiovasculaire. Alors ce sera prescrit si les triglycérides sont élevés, mais en tout cas on sait du mécanisme que c'est pas la baisse des triglycérides qui a un impact sur le risque cardiovasculaire. Donc en tout cas oui, je pense que ça vaut le coup pour se faire une idée de la globalité du risque cardiovasculaire de vos patients. Oui, pour le traitement c'est frustrant pour l'instant. Merci. Moi, j'ai aussi une question concernant le LP petit a, puisque vous avez dit que vous le dosiez dans les familles avec des hypercholestérolémies familiales. Est-ce que c'est parce que c'est souvent associé à une autre hypercholestérolémie, ou est-ce que parfois il arrive que c'est un LP petit a isolé, élevé, responsable d'un tableau vasculaire ? Alors, dans les hypercholestérolémies familiales, on le dose parce que c'est souvent élevé, associé aux hypercholestérolémies familiales. Et surtout, ce que je ne vous ai pas dit, effectivement, c'est que les anti-PCSK9, ça baisse de 30% la LP petit a. Moi, j'étais restée sur les familles où, effectivement, c'est le seul facteur élevé avec un bilan lipidique normal. Donc, pour l'instant, pour cela, on n'a pas d'option thérapeutique. Mais par contre, pour un patient en prévention secondaire, avec une LP petit a élevée, l'anti-PCSK9, il est encore plus important parce que, justement, pour l'instant, c'est la seule molécule qu'on peut prescrire qui a aussi un impact sur la LP petit a. Tu fais aussi des lipaphérèses sur les... Alors oui, on en a, vous savez, tu sais très bien puisque tu suis le sujet qui est sous l'ipaphérèse. Et donc du coup, c'est vrai qu'au niveau national, c'est l'ipaphérèse pour la LP petit a, c'est mal connu et du coup mal recommandé. Les Allemands font beaucoup ça par contre, ils le font dès que les taux de LP petit a sont supérieurs à 500 mg par décilitre. Et même les plus sceptiques de métropole, qui ont eu le cousin du patient suivi à la Réunion, l'ont mis aussi en LP petit a phérèse. Ils ont fini par suivre l'expérience réunionnaise. Donc oui, il ne faut pas hésiter parce que tu le connais bien, ce patient qui a sa LP petit a. Non, ce n'est pas le seul cas sur l'île, il y en a d'autres. Mais les autres, malheureusement, moi, je les vois trop tard. J'ai vu une jeune femme de 40 ans avec 5 enfants, mais qui a fait tellement d'AVC, parce qu'elle, ce n'était pas sur le versant coronarien, c'est sur le versant AVC, qui a fait tellement d'AVC que maintenant, elle est complètement, elle est plus consciente, on peut plus rien faire. Et en plus, elle a déjà eu une amputation de jambe pour une artérite des membres inférieurs. Donc elle, c'est vraiment les périphériques qui ont été atteints. C'est trop tard quelque part parce que les LP petit a phérèse, c'est comme des LDL à phérèse, des épurations qui se font tous les 15 jours. C'est quand même assez lourd pour les patients. C'est vrai que le patient qu'on a en commun, il aimerait bien qu'on arrête. Donc vivement que ces nouvelles molécules arrivent. Mais donc du coup, quand on est
au-delà des sanctions thérapeutiques, c'est vraiment dommage parce que pour cette patiente-là, c'est trop tard.